Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Jean-Paul Chagnolot, directeur de Confluence Méditerranée. Introduction. Alors même que de Tunis au Caire, nous assistons, en ce début d'année 2011, à des révoltes sociales et politiques de grande envergure, tout se passe comme si nos perceptions du monde arabe, de l'Iran et dans une moindre mesure, de la Turquie étaient encore plus ou moins calées sur une grille de lecture remontant aux années 1970. L'islam politique s'appréhende encore largement comme un ensemble compact, dangereux, foncièrement antidémocratique et anti-occidental. Nombre de médias et d'observateurs cherchent toujours à décrypter les bouleversements en cours dans cette région par des interrogations sur le péril islamiste, alors même que les partis et les leaders de cette mouvance plurielle ont été absents de ces vastes manifestations aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, sans oublier le fait, capital, qu'en 2009 c'est toute une fraction du peuple iranien qui a manifesté contre le régime autoritaire des ayatollahs et la réélection truquée de Mahmoud Ahmadinejad. Ces perceptions sont elles-mêmes tributaires d'une histoire très ancienne qui nous renvoie à nos rapports tendus, conflictuels et parfois violents à l'islam et à la colonisation. Combien de clichés, combien de préjugés et disons-le, combien de peurs nous viennent de cette longue, très longue confrontation historique entre le nord et le sud de la Méditerranée qui, à l'époque contemporaine, s'est structurée dans un rapport de domination décliné sous différentes formes allant de l'annexion au protectorat en passant par les mandats hâtivement bricolés en 1919 par la SDN pour permettre à la France et à la Grande-Bretagne de régner sur le Proche-Orient. Il suffit d'être attentif à ce qui se dit et s'écrit pour constater à quel point les séquelles de ces affrontements sont encore présentes dans nos mémoires collectives. Un récent sondage, janvier 2011, effectué par l'IFOP pour Le Monde fait apparaître par exemple qu'environ 40% des Français et des Allemands estiment que l'islam représente une menace tandis que 42% des personnes interrogées en France considèrent aussi les musulmans eux-mêmes, plutôt comme une menace. 22% les voient comme un facteur d'enrichissement culturel, et pour 38% ils ne sont ni l'un ni l'autre. La Front National, par la voix de Marine Le Pen, n'hésite pas à se présenter comme un pôle de résistance contre l'invasion des musulmans et de l'islam. Et le problème n'est pas seulement qu'elle l'affirme, mais surtout qu'une fraction significative des Français l'approuve. À ce terreau ancien, que la crise économique contribue évidemment à remuer, s'ajoutent les images de certains extrémistes islamistes qui scandent des anathèmes anti-occidentaux et appellent à la guerre contre les croisés, sans oublier bien sûr les terribles attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis commis par Al-Qaïda. Dès lors, tous les amalgames possibles envahissent le débat et la réflexion. Un musulman devient vite aux yeux de certains un islamiste et donc aussi, pourquoi pas, un terroriste en puissance. De ces approches schématiques et réductrices découlent des postures intellectuelles, qui en définitive, essentialisent les sociétés arabo-musulmanes. Elles considèrent en effet que ces sociétés sont enfermées dans un rapport à l'islam qui ne peut se distancier du politique. Elles les jugent donc incapables de s'ouvrir à la démocratie dès lors que des partis islamistes pourraient vouloir participer à des élections pour prendre le pouvoir et ensuite ne jamais plus le rendre. Face à un tel danger, il faut donc interdire la démocratie à ceux que l'on considère comme des ennemis de la démocratie comme on l'a fait en Algérie entre les deux tours des élections législatives de 1991, et en Palestine en 2006 en récusant carrément les résultats d'une élection transparente qui avait conduit à la victoire du Hamas. Bref, au nom de la démocratie, les démocrates refusent aux islamistes le droit d'entrer dans le jeu démocratique et préfèrent soutenir les régimes autoritaires et leurs dictateurs. Je ne reviendrai pas ici sur l'absolu fiasco de la diplomatie française face aux événements de Tunisie et d'Égypte puisque presque tout a été dit sur ce sujet sauf pour ajouter qu'elle n'a fait que cristalliser tout ce qu'on vient d'évoquer en restant sur des représentations bloquées sans doute renforcées encore par la raison des États qui privilégient les apparences formelles du pouvoir et les intérêts économiques à courte vue. Il est probable, et en tout cas plus que souhaitable, que les mouvements qui viennent de se déclencher dans toute cette région vont contribuer à produire d'autres représentations de ces sociétés à condition évidemment que les transitions en cours réussissent à aller vraiment vers une démocratie digne de ce nom, ce qui aujourd'hui est encore loin d'être acquis tant les incertitudes sont grandes. Mais d'ores et déjà ce qui se passe là-bas nous donne à voir autrement ces sociétés
et les acteurs politiques qui vont progressivement s'affirmer d'ici les élections qui devraient arbitrer leur compétition, si tout va bien. Ces mouvements sont portés par d'autres sensibilités que celles des islamistes, à commencer par celles ancrées sur des exigences de liberté et de dignité, qui renvoient à des valeurs universelles. Le fait même que des jeunes, avec leur rapport à la modernité sous toutes ses formes à commencer par celle de la communication, portable, SMS, Facebook, Twitter, soient présents en masse devrait nous faire comprendre à quel point, en 30 ans, ces sociétés ont changé et que les référents religieux liés aux politiques ont sans doute largement perdu de leur attractivité. Cela ne signifie pas pour autant que les mouvements islamistes aient soudain disparu au profit d'une génération de démocrates modernes. Ils sont au contraire bien là, comme en réserve, à la recherche d'un rôle qu'il leur faut absolument repenser. Même si, sur tous les autres groupes, ils ont l'avantage d'être bien organisés et dans certains pays comme l'Égypte, bien implantés. Si ces sociétés ont changé, on peut faire l'hypothèse que ces mouvements eux aussi ont changé parce qu'ils ont tiré profit des multiples expériences vécues ici ou là depuis toutes ces années. Par ailleurs, il me semble erroné de parler des islamistes comme s'il s'agissait d'un seul et même mouvement, sauf à se référer à des textes doctrinaux anciens demeurés pour l'essentiel à l'état de vœux pieux. Outre que partout ils sont traversés de sensibilités différentes, par ailleurs contestés par d'autres comme celle des salafistes qui mettent l'accent sur l'islamisation des individus en délaissant le projet politique collectif, ils sont très largement dépendants des contextes nationaux qui depuis longtemps ont pris l'ascendant sur toutes les velléités de djihad internationaliste à l'exception très particulière des extrémistes de l'AQMI enfermés dans leurs dogmes sectaires et dénués de toute base sociale significative. Ce dossier consacré aux stratégies islamistes a été préparé un peu avant que n'éclatent ces révoltes qui ressemblent fort à des révolutions, et finalement il s'inscrit pleinement dans cette actualité révélatrice d'autres paradigmes que ceux auxquels on se référait jusqu'alors. Nous voulons y montrer la complexité et les spécificités de ces mouvements, qui en définitive, ont évolué en fonction des configurations nationales dans lesquelles ils se trouvent. Pas plus que d'autres acteurs politiques, ils ne peuvent être réduits à des organisations qui seraient imperméables au temps qui passe et insensibles aux profondes mutations à l'œuvre dans les tréfonds de leurs sociétés respectives. Ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années en Turquie est de ce point de vue très instructif, même si l'histoire de l'islamisme dans ce pays s'est déroulée dans des conditions très singulières liées notamment au fort enracinement de la laïcité kémaliste. Non seulement l'AKP ne fait plus peur à personne mais de surcroît, le gouvernement qui en est issu s'impose en politique intérieure comme en politique extérieure au point d'avoir hissé le pays au niveau d'une incontournable puissance régionale. En d'autres termes, rien n'est écrit d'avance car tout est en constante évolution avec peut-être partout une volonté politique des islamistes de s'insérer dans le jeu politique duquel ils ont été exclus depuis si longtemps. Aujourd'hui cela peut et doit changer. Il convient de les laisser entrer dans le périmètre ouvert de la confrontation des idées et des projets, pour que les peuples choisissent en connaissance de cause et leur donnent la place mais seulement la place qui leur revient, et qui sera sans doute moins importante qu'on ne pourrait le croire. Entretien avec François Burga. François Burga est islamologue, directeur de l'Institut français du Proche-Orient IFPO Damas. À la recherche d'une sorte de définition de l'islamisme politique, quels sont les éléments essentiels que tu retiendrais, et dans ce cadre, pourrais-tu préciser la notion d'islamisme radical, que tu analyses dans le chapitre 6 de la réédition en 2010 de l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, à la découverte. En 1988, dans l'islamisme au Maghreb, La Voix du Sud, mon tout premier ouvrage j'avais défini l'islamisme comme étant notamment le recours au vocabulaire de l'islam, opéré, au surlendemain des indépendances, pour exprimer, contre ou le cas échéant depuis l'État, un projet politique se servant de l'héritage occidental comme d'un repoussoir mais autorisant ce faisant la réappropriation de ses principaux référents. Dans l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, si j'élargis la temporalité prise en compte, je reste fidèle à cette approche. Les islamistes sont ceux qui, dans les contextes colonial puis post-colonial, s'emploient à redonner à ce que j'appelle le lexique musulman, c'est-à-dire aux marqueurs linguistiques d'une identité musulmane qui peut s'exprimer de multiples manières, la centralité que lui avait à certains égards fait perdre l'hégémonie coloniale occidentale. Cet usage d'un lexique musulman ne m'est jamais apparu comme antagonique avec les valeurs dites occidentales,
des Lumières ou de la modernité. La force de mobilisation de la référence islamique réside en fait moins à mes yeux dans sa dimension sacrée que dans sa résonance endogène. Je donne donc à la variable identitaire une place plus importante qu'à la variable strictement religieuse. Cette définition est non stigmatisante. Elle permet donc, sans les criminaliser indistinctement, de prendre en compte l'existence de forces politiques aux expressions très diversifiées, qui chez bon nombre de nos voisins méditerranéens constituent des majorités avérées ou potentielles. Le lexique musulman se trouve être mobilisé par les régimes mais plus souvent encore par leurs opposants. Il l'est dans les enceintes nationales, mais également dans l'arène internationale. Les modes d'action des islamistes peuvent être plus ou moins légalistes et plus ou moins radicaux. Cette diversité des contextes et des expressions n'empêche tout de même pas que des oppositions islamistes puissent avoir des objectifs, nationaux ou transnationaux, communs. Le vocabulaire islamique peut ainsi apparaître comme voué à servir des résistances identiques à l'échelle planétaire. C'est notamment le cas de la mobilisation radicale des adeptes d'Al-Qaïda. Il n'en demeurerait pas moins particulièrement hasardeux de se focaliser sur le seul lexique de ces acteurs, et de croire que l'on éclaire les dynamiques politiques d'une région aussi diversifiée que l'est notamment le monde arabe, pour s'en tenir à ce compartiment du monde musulman, en se contentant d'évoquer cette omniprésente poussée islamiste. La référence à cette poussée islamiste permet tout au plus de prendre acte de la propension croissante des acteurs à opter pour le parler musulman. Mais elle ne permet pas de décrypter ou d'anticiper leur agir, qui n'est déterminé que très accessoirement par le lexique qu'ils utilisent. Exemple entre mille, les chrétiens marxistes du Front démocratique de libération de la Palestine n'ont pas attendu l'élection du Hamas et l'usage du vocabulaire islamique pour résister par les armes à l'occupation israélienne. En Arabie saoudite, des grèves pétrolières de 1953 aux attentats de 2001, du socialisme révolutionnaire à l'islamisme armé, si le ton et les références changent, souligne à très juste titre Pascal Ménoret, le fond du discours contestataire reste le même, il s'agit de libérer l'Arabie de la présence américaine. 1. C'est donc bien à une impasse que conduit le raccourci analytique que prennent les observateurs qui persistent à n'entrer dans la complexe actualité politique arabe ou mondiale que par la porte de cette inusable poussée de l'islamisme. Certains le font par paresse, lorsqu'ils s'autorisent à parler de régions dont ils ne connaissent ni la sociologie ni l'histoire ni les contradictions des systèmes politiques. Bon nombre le font également parce qu'ils servent les intérêts des acteurs étatiques qui ont en commun, qu'ils soient israéliens ou occidentaux mais également arabes, un intérêt identique à disqualifier les oppositions et les résistances islamistes. Il leur est plus facile de criminaliser leurs opposants sur une base simplement idéologique, même si les intérêts qu'ils disent vouloir protéger sont souvent plus matériels et profanes qu'éthiques ou religieux. Le recours à l'explication culturaliste permet tout simplement à ceux qui sont du bon côté du rapport de domination de dépolitiser, et ce faisant de discréditer l'agenda et les revendications de leurs opposants. Dans ton livre, tu proposes de distinguer 3 séquences, 3 temporalités dans le déploiement de la mobilisation de l'islamisme. Pourrais-tu en présenter les grandes lignes ? À la fin du XIXe siècle, la mainmise de la France sur le Bellicat de Tunisie et celle de la Grande-Bretagne sur l'Égypte ont explicité la poussée coloniale qui avait commencé à affecter depuis plusieurs décennies, en Algérie notamment, le tissu politique et symbolique musulman. C'est dans ce contexte qu'une première génération d'intellectuels, identifiés aux réformistes, conduits par Jamal Eddin al-Afghani, a commencé à argumenter la nécessité de prendre appui sur le fond religieux et culturel de l'islam, quitte à le réformer pour protéger une nation qui se sentait désormais menacée d'eux. Plus jamais la pensée politique arabe ne sera dès lors comme avant, note très justement l'historien américain Albert Hourani III. C'est là que pour ma part, je situe le début de la gestation de cette alchimie islamiste où la variable réactive tient une place centrale. En 1928, Hassan al-Banna crée, 4 ans après la dissolution du califat ottoman, dernière expression de l'unité institutionnelle du monde musulman, ses Frères musulmans. Il déplace la première affirmation défensive des réformistes du champ intellectuel au champ politique, et il lui donne une logistique organisationnelle et partisane. La confrontation est d'abord internationale,
puisque les frères se mobilisent contre un colonisateur britannique puis contre l'implantation de l'État hébreu. Après les indépendances, c'est dans le tissu politique national cette fois que les islamistes vont entrer en tension avec la première génération des élites nationalistes. Un peu partout dans le monde arabe où ils se sont rapidement implantés, ils reprochent à ces nationalistes arabes, qui ont pourtant combattu les expressions politiques et économiques de la domination coloniale, d'en perpétuer la dimension culturelle en la coupant de son héritage islamique. À des demandes spécifiquement idéologiques et culturelles, ils vont ensuite ajouter, en usant du même lexique religieux, des exigences de plus en plus banalement sociales, politiques voire démocratiques. Ces revendications vont peu à peu se confondre avec celles classiques, que les gauches laïques formulent aussi bien en politique étrangère que sur la scène intérieure. À partir des années 1990, des alliances électorales viendront d'ailleurs souligner ici et là de telles convergences. Les islamistes dénoncent d'abord les séquelles de la dépendance, pas seulement culturelles, et les formes de recolonisation rampante de leur société. Ils dénoncent les concessions faites à l'ordre régional américain et le coût élevé à leurs yeux des accords de paix avec l'État hébreu. Lentement mais très clairement, malgré la défense de codes sociaux, notamment vestimentaires, affirmant leurs différences, ils font évoluer leur vision islamique du rôle de la femme dans l'espace familial ou public le long de lignes d'émancipation très universelles. Plus classiquement encore, les frères vont progressivement expliciter leur adhésion aux principes démocratiques et dénoncer la dérive répressive de ces régimes que leurs mentors occidentaux tolèrent lorsque, au nom de la défense de la laïcité, ils ne les encouragent pas. Le troisième grand jalon de l'histoire islamiste, qui se confond largement avec l'histoire tout court de cette région, je le corrèle à l'émergence de la composante activiste symbolisée par Al-Qaïda. Même si elle tente à en confisquer la visibilité, cette composante politiquement radicale et idéologiquement sectaire ne constitue qu'une expression parmi d'autres de l'expression politique de ce vaste processus de réislamisation. Lorsqu'elle émerge au milieu des années 1990, elle évolue au sein de courants qui, en fonction de l'environnement où ils évoluent, se sont considérablement diversifiés, des talibans jusqu'à Erbakan, c'est-à-dire de l'activisme révolutionnaire jusqu'à l'action parlementaire. Les frères musulmans conduisaient une lutte de plus en plus strictement légaliste contre des régimes qui palliaient quant à eux la fragilité de leur assise démocratique, en faisant à l'inverse un recours de plus en plus banalisé à la répression. La génération Ben Laden radicalise le combat perdu des frères en le portant sur le terrain de l'action année et en affirmant la priorité à la dimension internationale de cette lutte. Elle déplace le combat des enceintes nationales où il est largement discrédité jusqu'à l'arène internationale, et donc, selon la formule célèbre d'Ayman Dawahiri, de l'ennemi arabe, proche à l'ennemi américain lointain. Elle renoue par ailleurs avec un discours ouvertement sectaire, contre un adversaire, juif ou croisé, condamné autant pour ce qu'il est que pour ce qu'il fait, dont les frères musulmans, accusés en 1988 par Dawahiri en 1988 de 60 années de concessions modernisatrices, s'étaient progressivement démarqués. Comment expliquer cet ultime tournant ? Je corrèle cette poussée radicale du début des années 1990, au dysfonctionnement avéré des mécanismes institutionnels de régulation des tensions politiques et ou au triomphe corollaire de l'autoritarisme. À l'échelon national des régimes d'une part, à l'échelon régional du conflit israélo-arabe ensuite, à l'échelon mondial enfin. À ce niveau mondial, la radicalisation s'est nourrie de l'exaspération provoquée par la poussée unilatéraliste des États-Unis, dont la diplomatie pétrolière, depuis le prétexte de la libération du Koweït, s'est ouvertement militarisée, justifiant l'occupation de pans entiers de la péninsule arabique. Elle est ensuite, au niveau régional, le produit de la débandade généralisée des Occidentaux, et de bon nombre des régimes arabes, Égypte en tête, devant l'intransigeance israélienne. La communauté internationale n'a cessé ainsi de démontrer le peu de crédit qu'accordait aux instruments juridiques dont elle entendait faire prévaloir l'usage sur celui de la violence. Au niveau de chacun des États enfin, elle traduit l'incapacité des régimes dépourvus de base démocratique à opérer une médiation crédible des attentes de leurs concitoyens. Ces trois échecs du politique sont étroitement imbriqués. Depuis plusieurs décennies,
l'hégémonie des successeurs américains des puissances coloniales prend appui sur des régimes très autoritaires sans être d'ailleurs pour autant modernisateurs, tels l'Arabie saoudite, qui participe au maintien d'un ordre mondial et régional dont les partisans de Ben Laden n'ont aucune difficulté à démontrer qu'il est préjudiciable aux intérêts des citoyens, pas seulement palestiniens, de la région. Autre exemple éloquent, le fait que le régime du président Moubarak, reconduit envers et contre toute élection depuis plus de 30 ans, puisse participer activement au blocus de la bande de Gaza, illustrant avec éloquence cette convergence d'intérêts et de méthodes entre des camps en théorie opposés mais que réunit une même criminalisation de la génération islamiste. Ce radicalisme d'Al-Qaïda est sans doute extrêmement minoritaire. Mais il fait écho à une profonde fracture qui est présente dans l'imaginaire d'un nombre de personnes infiniment plus important que les seuls activistes impliqués. Cette composante radicale est par ailleurs souvent instrumentalisée, voire fabriquée de toutes pièces, en Algérie mais pas seulement par les acteurs étatiques pour discréditer le spectre entier de leurs opposants, ce qui contribue à brouiller plus encore les pistes d'une appréhension réaliste du phénomène dans toute sa complexité. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la matrice de la fabrication de la violence. J'ai longuement abordé cette problématique dans des textes facilement accessibles et dont le contenu est à bien des égards indissociable d'une approche qui reste forcément très schématique. Quelle est l'influence des acteurs étatiques, l'Iran et l'Arabie saoudite en particulier, sur les orientations stratégiques des mouvements islamistes qu'ils soutiennent? Pas plus que celle des individus ou des groupes, la conduite des États ne saurait être analysée par le seul prisme de l'islamisme attribué le cas échéant à leurs élites dirigeantes. Il convient donc de dissocier soigneusement les arcanes des situations nationales. L'agenda des frères musulmans égyptiens et donc les attentes qu'ils ont vis-à-vis de leurs partenaires étatiques potentiels, ne sont pas nécessairement ceux du Hezbollah libanais ou du Hamas palestinien. L'Arabie et l'Iran ont des agendas politiques très différents, à l'intérieur comme sur la scène régionale et mondiale. Les acteurs islamistes, étatiques ou oppositionnels, ont en fait des alliés et des clients potentiels très différents. L'islamisme saoudien a logiquement auprès des différents courants islamistes de la région des résonances assez différentes de celles de son homologue iranien, pas seulement parce qu'ils évoluent des deux côtés d'une ligne de partition entre chiisme et sunnisme qui est souvent surdéterminée. Les Saoudiens ont régulièrement démontré, notamment en soutenant le Sud-Yémen communiste lors de la guerre civile de 1994, que leurs objectifs de politique étrangère étaient en effet plus pragmatiques. On dit souvent qu'ils achètent le soutien de tous ceux dont ils ont peur, qu'idéologiques ou religieux. L'Iran lui-même a certes une propension à soutenir des mouvements tels que le Hezbollah ou certaines formations irakiennes du fait de leur appartenance chiite. Mais les axes de sa politique régionale transcendent cette variable sectaire et Téhéran n'hésite pas à cautionner l'action d'un parti sunnite comme le Hamas. La vraie différence résulte, plus structurellement, au fait qu'à l'opposé de celle de l'Iran, l'action des élites saoudiennes au pouvoir s'inscrit en dernière instance dans le soutien bien plus que dans la remise en cause d'un ordre mondial américain auquel leur survie est en partie liée. Le soutien saoudien affiché à la résistance palestinienne ne va donc pas sans de sérieuses réserves à l'égard des deux principaux acteurs armés, Hamas et Hezbollah, de cette résistance et plus encore vis-à-vis de leurs homologues opposants islamistes au régime de la région auquel ils sont alliés. La crainte qu'éprouve le régime égyptien à l'égard de son opposition islamiste le conduit pour sa part, en participant à l'embargo de Gaza, à accepter de pactiser avec son ennemi israélien traditionnel pour déstabiliser le Hamas. L'Iran, même s'il ménage, sur ce terrain intérieur, la stabilité de son allié syrien, est en revanche plus ouvertement engagé dans la confrontation de cet ordre régional et mondial. Ainsi, alors que la rhétorique islamiste maniée depuis Téhéran assume un haut coefficient de tension avec l'environnement occidental, américain et israélien, son homologue saoudienne se trouve pour sa part amputée d'une bonne partie de sa crédibilité anti-impérialiste. À l'instar de celui du commandeur marocain des croyants, la portée mobilisatrice du vive-Dieu de l'État saoudien est largement obérée par les effets du « quasi » bienvenue aux troupes de Washington, auxquelles il est associé. On a beaucoup parlé de l'échec de l'islamisme. Qu'en est-il aujourd'hui? Depuis longtemps, j'ai souligné le danger qu'il y avait à assimiler les performances autoritaires des régimes notamment arabes,
qui s'accrochent au pouvoir, à une défaite idéologique de leurs opposants. Pour que l'on puisse parler d'une défaite des islamistes, en tant que force d'opposition, il faudrait démontrer que s'y sont substituées d'autres forces politiques, et que ces forces ont en termes de mobilisation obtenu des résultats supérieurs. Or, la mascarade électorale organisée une nouvelle fois par le régime égyptien en novembre 2010 n'a pas réussi à le masquer. Nous sommes encore loin d'un tel état de fait. Dans l'opposition aux dérives des ordres politiques internes, comme dans la résistance palestinienne face à l'intransigeance israélienne et bien sûr, l'activisme armé contre l'ordre mondial américain, les islamistes continuent à l'évidence, contre le wishful thinking de ceux qui nous annoncent si régulièrement leur déclin, à fournir à la fois le fer de lance et le gros des bataillons de la mobilisation. Où en sont-ils dans leur combat politique ? Depuis l'annulation en janvier 1992 par l'année algérienne du scrutin législatif où les électeurs avaient trop clairement désavoué son long monopole du pouvoir, quiconque osait faire de la participation de toutes les forces politiques, islamistes inclus, la condition de sortie de l'autoritarisme au Maghreb ou au Proche-Orient, se voyait clouée au pilori d'une évidence, 1000 fois assénée. L'arrivée des islamistes au pouvoir par les urnes mettrait fin à tout espoir d'ouverture démocratique, si mince Q'. Ils aient été au regard des pratiques effectives des pouvoirs en place, au profit d'un sinistre dévoiement électoraliste résumé par une formule péremptoire : un homme, une voix, une foi. Pour conjurer une si éloquente menace, les États-Unis et leurs alliés, européens, arabes et israéliens, ont alors communié autour d'une rassurante alternative, celle qui a continué à autoriser un homme et un seul à recevoir toutes les voix, toutes les fois. Or, près de 20 ans après le coup d'État des généraux janviéristes algériens de 1992, pour qui prend le temps de décrypter prudemment les pratiques électorales musulmanes, les leçons se révèlent pourtant beaucoup plus contrastées. Où donc en effet les humeurs électorales des citoyens ? Ont-elles un tant soit peu de chance d'affecter les rapports de force au sommet de l'État ? Au Maroc, où le pouvoir de décision a si manifestement déserté les travées du Parlement que les électeurs, lassés des mirages que fabrique une ingénierie électorale sans cesse perfectionnée, se détournent de consultations devenues vides de sens ? Dans la Tunisie du grand allié laïque, Zine Abidine Ben Ali, imperturbablement réélu par 99% de ses électeurs enthousiastes jusqu'à la sanction du 14 janvier 2011 ? Chez les généraux algériens, dont les avatars depuis 1962 se succèdent, envers et contre tout scrutin législatif et présidentiel ou autre référendum ? Chez l'Égyptien Hosni Moubarak, qui fait reculer, de mandats supplémentaires en ultime réforme de la Constitution, les limites de la longévité et du cynisme électoraux ? Serait-ce encore chez le Libyen Mouammar Kadhafi qui, depuis plus de 40 ans et désormais avec la reconnaissance de la communauté internationale, scande les versets de la démocratie directe dans son petit livre vert ? Quelles sont les caractéristiques de ces systèmes où la transaction politique prend progressivement le pas sur la seule loi du plus fort ? Et quelle posture les pionniers ont-ils sur le terrain de cette lutte contre l'intégrisme, qui à longtemps sera de critère unique aux observateurs extérieurs ? Pour tous ceux qui avaient nourri leur certitude, ou parfois habillé leurs intérêts à s'allier avec les autocrates de la seule bannière de la lutte à n'importe quel prix humain contre l'intégrisme, la surprise est au rendez-vous. Ce ne sont pas sur les terres des champions autoproclamés de la laïcité que s'améliorent les performances démocratiques des institutions, mais sur d'autres, fût-ce lentement et non sans chaos, où l'islam politique, comme hier en Europe la démocratie chrétienne, a désormais plus ou moins sa place, Turquie, Liban, Palestine, Irak, Koweït ou Bahreïn. Les systèmes politiques où la loi du plus fort est en passe d'être mise à mal par le jeu institutionnel, et où une identité citoyenne commence à transcender les divisions sectaires autrement que par le ciment autoritariste, ne sont pas ceux où les formations islamistes représentatives ont été exclues par la force de l'arène parlementaire. Ce sont au contraire ceux où précisément elles y ont été intégrées, y compris jusqu'à les laisser prendre les rênes du pouvoir. Cette donne réaliste met-elle la fortune politique du lexique islamiste à l'abri de l'histoire ? Certainement pas. Il est bien évident qu'avec le temps, la capacité mobilisatrice de la référence islamique, compte tenu de sa dimension réactive, aura fort logiquement tendance à s'user. Ce pourrait être notamment le cas dans un pays comme l'Iran, où elle est instrumentalisée depuis plus de 30 ans par l'État. Partout ailleurs,
cette échéance ne semble pas être vraiment à l'ordre du jour. Cela n'empêche pas que la relation entre discours politique et référence religieuse, c'est-à-dire l'interprétation politique de la norme religieuse, continue manifestement à évoluer. À l'heure de la mondialisation, l'usure interne encore très relative de l'attractivité de ce lexique islamique est par ailleurs en partie compensée à l'international par la poussée d'une rhétorique anti-islamique qui tend à se banaliser dans le discours politique occidental dominant. Par des rhétoriques parfois empruntées à un imaginaire colonial qui a toujours servi à définir négativement des identités fragiles ou incertaines, fondées sur la peur de l'étranger. 4. Nombre d'hommes politiques populistes cherchent en Europe dans la stigmatisation de l'étranger musulman les voies que leurs politiques économiques ne leur permettent plus de mobiliser. L'Europe qui rejette la Turquie islamique, en se repliant sur son identité chrétienne, fabrique inexorablement en ce sens des acteurs politiques enclins à se percevoir comme musulmans. Tout cela autorise à penser, ou plus exactement tout cela fait craindre que l'islamisme, ou plus exactement, notre incapacité à répondre intellectuellement et politiquement de façon rationnelle aux mutations de notre environnement post-colonial, ait encore de beaux jours devant eux. Entretien réalisé par Jean-Pierre Chagnolot. Luz Gómez Garcia. Professeur à l'Université autonome de Madrid. Vers un islamo-nationalisme. Au cours du dernier quart du XXe siècle, l'idéologie islamiste et ses pratiques ont été caractérisées par une progressive transterritorialisation dont le point culminant furent les attentats du 11 septembre 2001. Néanmoins, 10 ans plus tard, il faut analyser le 11 septembre et ses répliques, Madrid, Londres, comme le champ du signe d'une forme d'islamisme globalisé. La vigueur actuelle de l'islamo-nationalisme dans différents contextes régionaux, culturels et politiques montre une inflexion dans la trajectoire ultime de l'islamisme, qui était caractérisée par la perméabilité idéologique et le pragmatisme stratégique. Le Hamas, le Hezbollah et les talibans incarnent le pari islamo-nationaliste, sans renoncer à leurs spécificités respectives. Du national à l'internationalisme. À l'époque contemporaine, l'islamisme est une idéologie subversive qui réélabore des référents doctrinaux islamiques, Shura, Ijtihad, Tawhid 5, à la recherche d'une légitimité anticoloniale et ou post-coloniale et dont la stratégie distinctive est le djihad. Cependant, une fois établie cette définition globalisante, il faut aussi préciser que depuis le début de l'islamisme moderne au XIXe siècle, la mise en œuvre du djihad a suivi deux stratégies antinomiques 6. D'un côté, il a toujours existé une force centripète qui tend à rapprocher l'objet du djihad du contexte géographique le plus proche. Cette vision défend des solutions nationales et une posture pragmatique à l'égard des régimes en place. D'un autre côté et simultanément, il existe une force centrifuge qui tend à répandre et éloigner l'objet du djihad du centre duquel il émane. C'est cette forme de djihad qui articule la vocation internationaliste propre à tout islamisme, et qui est en général dirigée depuis l'extérieur des contextes sur lesquels elle agissait. Dans les années 1980, se produisit le saut que nous pouvons qualifier de l'islamisme national, à l'islamisme internationaliste, c'est-à-dire que le foyer du djihad s'est élargi et propagé. Nous pouvons presque dire qu'il s'est déployé pour atteindre la Oumma tout entière. L'échec national constitua l'échec de l'islamisme révolutionnaire des années 60 et 70, à la manière iranienne ou des Jamaat égyptiennes. Il supposa aussi la fin de l'islamisme de type traditionnel, né contre le monde colonial et ses fils naturels, les régimes autoritaires des nouveaux États-nations. Le djihad s'émancipe de sa forme nationale et cesse d'être une stratégie autochtone organisée à des fins locales, perturber l'ordre établi, qualifié de koufr, de négateur conscient de la vérité de l'islam. Bien plus que cela, il cesse d'être une stratégie pour devenir une utopie, un isme. Le djihad n'est plus une simple obligation personnelle ou collective du musulman, comme le stipulait le FIQH classique 8, ni le sixième pilier de l'islam que les siècles de perversion doctrinale des oulémas officiels auraient caché aux musulmans, selon le plus célèbre traité des Jamaat égyptiennes 9. Le djihad est une fin en soi, la raison d'être de la Oumma. C'est dans ce contexte qu'il faut appréhender un concept doté d'une dimension postmoderne inattendue, la Qaïda.
L'origine doctrinale de la Qaïda remonte à l'expérience de Mahomet à Médine, où, une fois installé avec les siens après avoir quitté la Mecque, il établit les bases de la vie en commun, de la survie et de l'expansion de la communauté des nouveaux croyants. Les musulmans, minoritaires, se dotèrent d'un statut régissant les relations avec les autres habitants. La constitution de Médine n'est en effet pas autre chose, et ils organisèrent le combat pour contrôler militairement et politiquement les territoires voisins. Médine devint ainsi un modèle d'organisation et un centre territorial d'opération, auquel on attribua le surnom de Al-Qaïda al-Sulba, la base solide. La réélaboration de ce paradigme de l'histoire première de l'islam à l'usage de l'islamisme internationaliste djihadiste est l'œuvre du Palestinien Abdallah Azzam, 1941-1989-10. La conception de la Qaïda de Azzam est avant tout psychologique et spatiale. Elle est psychologique en ce que la base est la préparation mentale et idéologique pour le djihad. Elle est spatiale en ce que la base est un territoire libéré à partir duquel entreprendre la reconquête du sol musulman. Le djihad, à partir de la Qaïda, combat l'ennemi extérieur, qu'il s'agisse des États-Unis, d'Israël, de l'Inde ou de la communauté internationale impie, avant l'ennemi intérieur, les régimes totalitaires, le nationalisme laïque, la démocratie post-coloniale, afin de libérer le territoire arraché à l'islam, la Palestine, l'Afghanistan, le Cachemire, le sud du Yémen, mais aussi Mindanao ou encore Al-Andalus, avant celui qui se trouve sous le joug des tyrans locaux. Dans une sorte de parallélisme avec l'hégire classique de retrait défensif-offensif, et non sans relation avec le fauquisme kéiste des années 70, Azzam insistait aussi sur la nécessité impérieuse d'endoctriner les croyants dans le djihad avant de les envoyer au combat, de sorte que le djihad continuait à constituer, pas moins que chez Saïd Aoudbeh et d'autres islamistes classiques, la mission d'une avant-garde forgée dans les camps d'entraînement et à sa manière, une guerre de chevaliers, les manifestes contre les croisés. Les lettres de menaces et les déclarations de guerre qui prolifèrent sur Internet répondent notamment à cette logique. Cette internationalisation du djihad s'est vue encouragée par la configuration politique des années 1980, caractérisée par l'affrontement des États-Unis avec l'Iran et la décomposition du pouvoir soviétique. Le djihadisme révolutionnaire des Jamaat islamiques, plus déstabilisant pour les régimes en place que la dérive internationaliste, s'est vu déplacé par la vigueur de cette nouvelle forme de militantisme internationalisé en base, qui trouvèrent leur refuge à la frontière afghano-pakistanaise. Il ne faut pas oublier que ces caïdistes, appelés afghano-arabes, ont bénéficié du soutien public d'institutions sous influence wahhabite, comme le Comité humanitaire islamique mondial, ainsi que de l'aide logistique des services de renseignement de différents pays, particulièrement de la CIA états-unienne et du ISI pakistanais, mais aussi d'un financement légal à travers le Majlis al-Tansik al-Islami, Conseil islamique de coordination, dont la maison mère se trouvait à Peshawar et qui était lui-même soutenu par un conglomérat des associations caritatives, parmi lesquelles les 2001 rouges saoudiennes et koweïtiennes ainsi que les branches étrangères de la Maktab al-Qidama, notamment celle de New York 11. Internationalisme et globalisation. La rupture du djihadisme internationaliste avec ses anciens soutiens financiers et logistiques du régime wahhabite se produisit à la suite de l'installation de troupes nord-américaines en Arabie saoudite après la guerre du Golfe. On sait que les autorités saoudiennes ont rejeté l'offre d'Oussama Ben Laden d'une guérilla d'afghano-arabes, une nouvelle légion arabe, qui pourrait se charger de la défense de les frontières de leur royaume pour ne pas recourir à l'aide nord-américaine et que, en 1992, Ben Laden eut une violente discussion avec le ministre de l'Intérieur saoudien. Fin 1992, les comptes bancaires de Ben Laden furent gelés et en 1994, la nationalité saoudienne lui fut retirée. C'est dans ce contexte que se produisit le rapprochement des djihadistes et de l'opposition interne saoudienne, rejectionniste et saouiste, 12. Tout cela accéléra l'opposition de l'establishment 13 saoudien au djihad internationaliste, et orienta celui-ci vers le djihad global. Sur le plan théorique, la perspective globale a impliqué un changement dans l'objectif du djihad, de la défense des territoires islamiques face à l'ennemi extérieur préconisé par Azzam, on est passé à l'idée de reconquête de la Oumma dans son ensemble. Cela comprend le monde entier,
aussi bien le territoire en principe islamique, régi par le takfir, l'excommunication des hypocrites, munafiquins et des apostats, murtad, que le territoire de l'ennemi infidèle, kafir, allié et soutien des premiers. L'acte de naissance du djihad global fut l'annonce de la création en février 1998 de Al-Yaba al-Islamiyya li-Djihad al-Yahud wal-Salibiyin, Front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les croisés, 14, qui fusionna officiellement avec l'organisation Al-Qaïda de Ben Laden en juin 2001 sous le nom particulièrement significatif de Qaïda al-Djihad, base du djihad. Si Al-Qaïda, la base, fut le fondement théorique de l'islamisme internationaliste et structurait matériellement et psychologiquement son djihad, la théorie qui soutint le passage à la globalisation fut exposée fin 2002 par l'Égyptien Ayman al-Zawahiri dans Al-Wala wa al-Bara. Akida Mankula wa Wakimaj, l'allégeance et la rupture. Un article de foi altéré et une réalité perdue de vue. Le nouveau dogme, érigé en fondement de la foi, établit que les musulmans, 1. Doivent s'allier en toutes circonstances, 2. Ne peuvent pas maintenir de lien avec les non-musulmans, 3. Doivent rompre les liens avec ceux qui cessent de l'être. Le monde est présenté comme étant divisé en deux parties tout à fait hermétiques l'une à l'autre. Soit on est avec les vrais croyants qui défendent l'islam et mènent le djihad contre tous les autres, qu'ils soient d'origine musulmane ou non, soit on est contre 15. Mais al-Zawahiri est aussi conscient de la nécessité de ne pas perdre le contact avec la Oumma, et d'impliquer les masses dans le djihad. Nous tendons la main à tous les musulmans soucieux de la victoire de l'islam afin qu'ils participent à notre plan de travail, visant à sauver l'Oumma de sa douloureuse situation, lequel repose sur l'hostilité aux tyrans, l'hostilité contre les infidèles, l'allégeance aux croyants et le djihad sur la voie de Dieu. 16. Pour un nombre important d'observateurs, al-Zawahiri est l'idéologue d'Al-Qaïda, celui qui pense sa stratégie et sait l'exposer publiquement à ses partisans ainsi qu'à la communauté médiatique qui l'attend. Al-Zawahiri est habile. Il dote de légitimité islamique ses préceptes, non seulement grâce à des citations du Coran et un déploiement de sources classiques de toute tendance et de tout registre, mais surtout en ancrant ses référents dans l'histoire des sociétés musulmanes afin de mettre en accusation et de catégoriser le présent, les guerres de Rida, apostasie qui suivirent la mort de Mahomet en 633 constituent un précédent de attitude irréligieuse des régimes arabes qui acceptent les dispositions des Nations Unies sur la Palestine. La islamicité des Mongols se convertit en un miroir du comportement du gouvernement pakistanais postérieur au 11 septembre. Et les Russes des Juifs de Médine s'allient à celles des chrétiens et des Juifs européens pour faire imploser le monde arabe lors de la Première Guerre mondiale. La minutie des références de al-Zawahiri constitue un double indice. Indice, d'une part, de la conscience de l'idéologue égyptien de son manque de formation en matière de sciences islamiques classiques qu'il tente de compenser en montrant sa maîtrise de ces dernières, ce que ne font pas les auteurs de formation azarites comme Abdallah Azzam. Indice, d'autre part, du défi qu'il lance aux oulémas traditionnels à qui il ôte la capacité de jugement en laissant parler les sources. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.